Résoudre les mystères de l'univers, décrypter les origines et le fonctionnement de la vie. Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature. C'est le nouveau livre de Joël de René. Merci à vous d'être avec nous, Joël de René. Vous êtes scientifique, vous êtes français. Vous avez beaucoup travaillé sur les origines du vivant. Vous êtes aussi ce qu'on appelle un vulgarisateur. Vous avez même eu votre émission à la radio. Vous avez publié de nombreux livres. Et dans le dernier, publié donc aux éditions Les Liens qui libèrent, vous revenez sur ces codes cachés de la nature, ces trucs et astuces, c'est vous qui l'écrivez, qui ont présidé à la création de l'univers et de notre monde. Mais vous lancez aussi une alerte sur l'homme qui concurrence la nature et les risques de cette concurrence. Mais d'abord, Joël de René, comment résumer en 3 mots votre livre? 3 mots pour moi fondamentaux. D'abord l'émerveillement, ensuite l'inquiétude et troisièmement l'espoir. L'émerveillement devant le fait que des codes mathématiques, physiques, chimiques, arrivent à créer une harmonie et une beauté telles que la queue du paon, l'arc-en-ciel, les aurores boréales, les fleurs. L'inquiétude, parce que l'homme se saisit de ces codes, le code génétique et le code de programmation de l'intelligence artificielle, qui risque de se retourner contre lui et l'humanité. Et enfin, l'espoir, c'est qu'on peut s'en sortir. Et j'essaye de donner dans mon livre des alternatives pour y arriver. Effectivement. Alors, on va revenir d'abord sur ces sujets d'inquiétude, Joël de René. De quoi s'agit-il précisément? Alors, il y a une grande inquiétude actuellement sur l'intelligence artificielle et les robots. Beaucoup pensent, des politiques, des industriels et le grand public, qu'ils vont nous prendre notre travail. Et même certains disent, comme Bill Gates, Elon Musk, le célèbre entrepreneur, ou Stephen Hawking, un grand scientifique, que l'intelligence artificielle va dominer l'humanité. Et moi, j'essaye d'expliquer dans mon livre que cette crainte n'est pas justifiée, qu'en fait, ils ont fait une erreur malthusienne en disant ce qu'ils ont dit et qu'il y a des moyens de s'en sortir, et j'en donne des exemples. Et justement, quels sont ces exemples? Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est d'utiliser justement l'intelligence artificielle, la robotique et l'écosystème planétaire qu'on appelle encore aujourd'hui Internet, c'est-à-dire ce réseau mondial dont nous sommes un peu les neurones, pour augmenter notre intelligence à nous, humains. C'est-à-dire se concentrer sur l'intelligence augmentée collective, connectée entre elles, plutôt que sur l'individu seul et sur le fait que notre cerveau ne va pas aussi vite que celui des machines. Alors, sur ces risques de retournement de l'intelligence artificielle contre l'homme dont on vient de parler, que les hommes deviennent les esclaves des machines, il y a quand même des scénarios qui font un peu peur. Vous les décrivez, notamment des scénarios à la Terminator, film de James Cameron. Est-ce que c'est crédible selon vous? Vous dites que non, mais on peut quand même légitimement s'inquiéter si ce n'est pas encadré, cette intelligence artificielle. Absolument, non, vous avez raison. Vu les progrès aujourd'hui. Voilà, je ne dis pas que non, je dis qu'il y a des risques évidents. On les a vus dans des quantités de films de science-fiction. On sait que le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est ce qui a permis à des ordinateurs de gagner au jeu de Go, qui nécessite non seulement une stratégie, mais aussi une intuition, en quelque sorte, entre guillemets. Donc le plus important, c'est que l'ordinateur peut apprendre et s'adapter à l'humain. Et s'il s'adapte à l'humain et qu'il apprend de nous, peut-être qu'on pense qu'il pourrait nous dominer. Donc ce n'est pas du tout une erreur de penser cela, c'est une possibilité réelle, mais on peut l'éviter. Alors il y a quelque chose que vous dénoncez dans votre livre, c'est le transhumanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est? Alors le transhumanisme, il y a 2 choses. Il y a une idéologie du transhumanisme qui se concentre sur l'individu et qui dit que l'individu, avec des cellules embryonnaires, des implantations dans son cerveau, des transplantations d'organes, pourrait vivre 100 ans, évidemment 500 ans, 1000 ans. Être immortel. Le rêve de l'immortalité. Le rêve de l'immortalité. Et moi, je considère que l'idéologie transhumanisme est dangereuse parce qu'elle est narcissique, élitiste et égoïste. Elle se concentre sur l'individu et pas sur l'individualité connectée à d'autres. Ce n'est pas un humanisme, écrivez-vous. Alors justement, j'ai dit que ce n'est pas un humanisme. C'est pourquoi moi je propose plutôt que du transhumanisme, ce que j'appelle l'hyperhumanisme, c'est-à-dire être encore plus humain. Et qu'est-ce que c'est, oui, justement, précisément cet hyperhumanisme? En quoi consiste-t-il? Comment être plus humain en étant justement connecté, en ayant ces extensions? Justement, c'est que ces extensions peuvent nous permettre de débloquer dans notre cerveau un certain nombre de cases, je dirais, ou de fonctions qui sont inhibées aujourd'hui par la concurrence, le nez sur le guidon, la compétition, les rapports de force. Et donc, avec l'intelligence augmentée, résultant de la symbiose avec l'intelligence artificielle, avec les robots et avec l'écosystème numérique qu'on a créé, nous pouvons devenir encore plus humains, c'est-à-dire être plus proches du partage, de la générosité, de la solidarité, de l'amour, des choses qui existent en germe, mais qui vont se développer encore plus si nous arrivons à cette intelligence augmentée dont je parle. Et justement, vous écrivez que
vous avez une grande confiance dans les réseaux sociaux. Vous dites que ces réseaux sociaux vont permettre peut-être de casser la verticalité du pouvoir aujourd'hui, qui immobilise justement les talents, les compétences. Alors c'est le cas aujourd'hui, on le voit dans cette génération qu'on appelle les millennials, ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au début de l'an 2000. Ils ont créé mondialement une nouvelle culture du numérique, une culture fondée sur des réseaux sociaux, fondée sur non pas une société de l'information, mais une société de la recommandation. Ils se recommandent des tas de choses entre eux. Ils se font confiance, beaucoup plus que la publicité ou le discours des politiques. Ils vont du bas vers le haut, plutôt que du haut vers le bas, de la pyramide du sommet, comme toutes nos sociétés sont construites à la fois industrielles et politiques. Ce sont quelques-uns qui décident pour la totalité. Maintenant, du bas vers le haut est en train de monter un sentiment diffus du pouvoir. Je dis bien un sentiment diffus du pouvoir. Il n'est pas encore vraiment exprimé, sauf parfois dans la rue ou dans des manifestations, mais il est en train de se construire dans le monde entier, dans toute une génération. Et est-ce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques du monde entier ont conscience de ce changement, selon vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Ils ne font pas confiance à cette génération, ils ne l'écoutent pas suffisamment, ils ne voient pas qu'ils sont en train de renouveler la culture du monde avec la culture transgénérationnelle du numérique. La culture numérique, ce n'est pas de savoir utiliser un outil numérique verticalement, c'est de savoir faire l'interdépendance et comprendre l'interdépendance en toute une série d'outils. C'est ça une culture, c'est l'interdépendance, ce n'est pas l'usage isolé. Et beaucoup de politiques qui sont formés aux mathématiques ou au droit n'ont pas cette vision globale de ce qui est en train de monter dans le monde aujourd'hui. Et ce que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est qu'on peut y arriver quand même en les écoutant. Et justement, c'est une question de projet de société qui devrait être portée par ces politiques. Avant l'interview, on parlait justement de Barack Obama qui a été interviewé il y a quelques mois et qui a notamment conscience que justement cette intelligence artificielle, ces développements dans le numérique, dans l'informatique, vont casser énormément d'emplois. En France, actuellement, on est en pré-campagne présidentielle, on n'en parle absolument pas, par exemple. Alors, ce qui m'a frappé, comme vous le dites très justement, c'est qu'au mois d'août, Barack Obama a participé à la revue Wired, à une grande interview qui a duré 1h30, dans laquelle il a parlé de la robotique et des dangers pour le travail de l'intelligence artificielle. Or, dans la campagne politique française en ce moment, on n'entend pas du tout parler de ces sujets. La suppression du travail salarié dans une structure pyramidale d'entreprises traditionnelles, elle est en voie de se faire avec des robots qui vont jouer le rôle de col blanc. Pas seulement des cols bleus qui assemblent des voitures et des moteurs, mais des avocats, des notaires. On parle de robots journalistes, on parle de robots médecins. Des enseignants, des consultants. Plusieurs dizaines d'années. Comme moi. Donc tout ceci est en train de changer la société, changer les conditions du travail et changer même le sens des rapports humains et des rapports avec la politique. Alors je voudrais revenir aussi sur un des mots que vous avez évoqué au début de cet entretien, l'émerveillement. Vous avez un émerveillement sur ce que produit la nature. Alors, je suis même tellement émerveillé que je ne peux pas l'expliquer. C'est une spiritualité sans connotation religieuse, expliquez-vous. Vous avez raison de prononcer ce terme. C'est-à-dire que moi, comme vulgarisateur scientifique, vous avez dit, j'assume complètement ce terme. Pendant des années, dans une quinzaine de livres, j'ai essayé d'expliquer les trucs pour les faire comprendre. Là, devant cet émerveillement de la nature, je le livre tel que je l'ai ressenti. Tout le début de mon livre est fondé sur le code de Fibonacci, sur le nombre d'or. Pythagore aussi. Pythagore, la musique, l'harmonie. Comment l'harmonie, due à des nombres, à des pincements de cordes, suscite une telle émotion chez nous. Alors tout ceci m'a tellement déstabilisé, mais en même temps passionné, que j'ai eu envie de le livrer à mes lecteurs en disant, écoutez, je ne peux pas vous l'expliquer. Certains parlent d'un pouvoir organisateur dans la nature, d'autres de Dieu. Justement, d'où viennent ces codes de la nature, hein? C'est la grande question. Alors, quand même. Je réponds à certains d'entre eux, pas à tous. Alors beaucoup disent c'est Dieu, et c'est évidemment la réponse la plus facile qui vient à l'esprit. D'autres parlent d'un grand pouvoir organisationnel, d'une grande force d'organisation. Moi, je donne des exemples très simples, comme si la nature avait été programmée par quelqu'un pour quelque chose. Exemple, comment ça se fait que le taux de sel dans les océans se maintient toujours à 37,5 grammes par litre? Ou la température aussi sur la Terre. La température de 11,5 degrés moyenne sur la planète, même avec le réchauffement climatique qu'on est en train de changer, comment elle est faite idéalement pour le vivant? Et j'explique dans le livre pourquoi. Alors, vous parlez aussi dans votre livre de l'homme-dieu, l'homme qui est en concurrence avec la nature, l'homme qui perce les secrets de la nature. Et c'est aussi de nature à être inquiétant. Alors, c'est à la fois inquiétant et en même temps un immense espoir. C'est que ces hommes-dieux que nous sommes devenus, en reprenant en main les codes, j'ai parlé du code génétique dans des livres précédents, je parle maintenant du code source de l'intelligence artificielle qui est distribué en open source dans le monde, il met en danger sa propre vie et met en danger l'humanité. Mais en même temps, connectés entre eux, les hommes, des hommes-dieux connectés entre eux, créent une sorte de forme de Dieu. Une œuvre d'art, le monde serait une œuvre d'art, c'est ça? Alors, le monde serait une œuvre d'art. Je prends l'exemple dans mon livre de la tapisserie de la dame à la licorne. Et je dis que des gens qui sont devant, comme des croyants, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire, ils voient les couleurs, ils estiment, ça c'est les croyants.
qui croit qu'il y a un Dieu dans le monde. Nous, les scientifiques, qu'est-ce qu'on fait? On est derrière la tapisserie. On voit qu'un fil doré va ici, un fil rouge va là, des fils noirs vont là, et on essaye d'interpréter quelle est la forme qu'il y a derrière. Ça, c'est notre boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on est sur le point de déchiffrer les grands codes qui ont guidé à la création de l'univers et de la vie? Alors on est en train, il y a des grands codes très compliqués, la réunion des codes de la gravitation, de l'énergie, enfin ce qu'a cherché Einstein et Planck toute leur vie. Mais le code génétique, on l'a décrypté, d'ailleurs on l'utilise. Le code source des ordinateurs, et aujourd'hui, comme je disais, il est en open source et on arrive à fabriquer des ordinateurs qui réfléchissent et qui apprennent comme des humains. Donc on est sur la voie, et des codes que Pythagore avait vus, Léonard de Vinci ou Fibonacci, conduisant au nombre d'or, les architectes s'en servent. Des musiciens s'en servent, des artistes s'en servent. Donc c'est déjà des codes qui sont rentrés dans le travail de l'homme et dans son œuvre. Joël de René, comment vous voyez le monde à venir aujourd'hui? Je le vois à la fois avec inquiétude et espoir. Si vous voulez, je le vois avec inquiétude parce que si des gens comme moi ne dénoncent pas les risques, mais il y en a d'autres aussi, certains politiques le font, les jeunes aussi qui se mettent à le définir, eh bien on va aller dans le mur. On va aller vers un espèce de Frankenmonde, si vous permettez cette expression, une sorte de monde Frankenstein, qui va s'opposer à nous, être un parasite plutôt qu'en symbiose avec nous. Et deuxièmement, l'espoir que j'ai dans l'homme, c'est que face au danger, son instinct de survie fait qu'en se mettant ensemble, il trouve des solutions. Le collectif avant tout. Merci Joël de René d'avoir été notre invité. Votre livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. En lisant, eh bien, on comprend plein de choses. Merci d'avoir été avec nous.